L'année était 1874 et Paris se drapait d'ambition. 3 ans s'étaient écoulés depuis les bouleversements de la Commune, et les grandes familles de France, ces anciennes dynasties scintillantes qui avaient enduré la Révolution, l'Empire, les conflits et l'indignité de la démocratie, étaient revenues dans leurs salons et leurs loges d'opéra avec la détermination féroce de gens qui refusaient de devenir insignifiants. La Troisième République gouvernait peut-être la France sur le papier, mais dans les salons dorés du Faubourg Saint-Germain, dans les loges privées de l'Opéra Garnier, dans les couloirs éclairés aux chandelles d'un pouvoir qu'aucune constitution ne pouvait cartographier, l'aristocratie régnait encore. C'était l'aube fragile et éblouissante de ce que le monde allait appeler la Belle Époque, bien qu'il n'y eût rien de beau en elle si l'on se trouvait du mauvais côté de sa machinerie. Et dans tout ce monde scintillant, parfumé et impitoyable, aucune créature ne se trouvait plus complètement du mauvais côté que Séraphine de la Croix. Elle avait 22 ans. Elle possédait de grands yeux gris qui recelaient trop de savoir pour son âge, une bouche obstinée héritée de son père et des mains rendues rugueuses par un labeur qu'on n'aurait jamais dû lui demander. Elle possédait 3 livres, une robe bleue délavée qui avait été reprisée tant de fois qu'elle était davantage fil que tissu d'origine, et un esprit que toutes les cruautés de l'aristocratie avaient mis à l'épreuve. Il n'avait pas rompu. Pas encore. Son crime, l'offense pour laquelle elle était punie chaque jour de sa vie depuis l'âge de 5 ans, était d'une simplicité dévastatrice. Elle était née. Pour comprendre ce qui arriva à Séraphine de la Croix, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle était née, et celui dont elle fut expulsée. Son père, le vicomte Edmond de la Croix, avait été un homme de fortune modeste, de goût excellent et doté d'une qualité incommode. Il était capable d'amour. C'était un trait inhabituel et profondément peu pratique chez un aristocrate français. La noblesse du faubourg Saint-Germain ne se mariait pas par amour. On se mariait pour la terre, pour les titres, pour la consolidation d'alliances politiques et, lorsque c'était absolument nécessaire, pour la production d'héritiers. L'amour, on le trouvait après, discrètement, avec l'épouse d'un autre, de préférence dans une maison de campagne où les domestiques savaient être aveugles. Mais Edmond de la Croix était tombé amoureux, désespérément, imprudemment, sans le moindre égard pour les conséquences, d'une femme nommée Rosalie Bertin. Rosalie était la fille d'un professeur de musique à Lyon. Elle jouait du piano comme si l'instrument était le prolongement de son propre cœur. Elle avait les cheveux noirs, les yeux gris, un rire qui ressemblait à quelque chose qui se libère et absolument aucun sang aristocratique. Edmond l'épousa malgré tout. Il convient ici de s'arrêter pour expliquer pourquoi cela importait si profondément. Dans la société aristocratique française de cette époque, un titre seul ne suffisait pas à garantir sa place. Contrairement à l'Angleterre, où la pairie fonctionnait selon des structures juridiques rigides, la noblesse française dépendait d'un système bien plus traître, l'acceptation sociale. Il fallait la reconnaissance des grandes maisons, les Montclair, les Beaumont, les Rochefort, les Valmont, ces antiques dynasties dont l'approbation fonctionnait comme une sorte de monnaie invisible. Sans leurs invitations, sans leur hochement de tête à Longchamp ou à l'Opéra, une famille n'était rien. Un nom sans nation. Quand Edmond épousa la fille d'un professeur de musique, les grandes maisons lui tournèrent le dos. Les invitations cessèrent, les portes se fermèrent. Le vicomte de la Croix se retrouva à la dérive dans un monde qui punissait l'amour par l'exil. Il s'en moquait. Il avait Rosalie. Pendant 5 ans, ils furent heureux. Ils vivaient modestement rue du Faubourg Saint-Honoré. Rosalie emplissait la maison de musique, de chaleur et du parfum des recettes provençales qu'elle préparait elle-même. Une bouillabaisse embaumant le safran, des tartes au beurre de Normandie, des sablés à la lavande qui s'effritaient comme un murmure. Et la 2e année de leur mariage, elle donna une fille à Edmond. Ils la prénommèrent Séraphine. Rosalie tint son bébé dans la lumière de la lampe et dit à Edmond « Elle sera extraordinaire. Promets-moi que tu ne laisseras jamais personne lui dire le contraire. » Edmond promit. Il ne tint pas sa promesse. Mais cela vint plus tard, et le chagrin est une forme d'oubli. Quand Séraphine eut 5 ans, une maladie hivernale balaya Paris. Elle emporta les vieillards. Elle emporta les fragiles. Et elle emporta Rosalie, de la Croix, qui n'était ni vieille, ni fragile, mais simplement malchanceuse, car le destin ne consulte pas la liste des invités avant d'arriver.
Edmond tint la main de sa femme tandis qu'elle s'éteignait. Il serra sa fille ensuite, la berçant dans l'obscurité pendant que le feu mourait, et quelque chose en lui, une architecture essentielle de l'âme, s'effondra. Il ne la reconstruisit pas. Il se retira dans le silence et la solitude et appela cela survivre. En l'espace de 2 ans, noyé dans les dettes et la solitude, Edmond se remaria. Cette fois, il choisit comme la société l'exigeait. Héloïse Marchand était la veuve d'un baron, une femme de 40 ans, avec 2 filles à elle, une fortune modeste et une fin de statue qui brûlait derrière son sourire soigneusement peint comme une fournaise derrière un paravent de soie. Elle était plutôt belle que séduisante, avec des traits acérés, des yeux noirs perspicaces et les instincts d'une stratège vêtue de taffetas mauve. Elle amenait avec elle 2 filles. Odette, l'aînée, était grande, anguleuse et dotée de l'intelligence calculatrice de sa mère. Elle avait appris très tôt que la beauté était une arme et la maniait avec une précision chirurgicale. Chaque sourire mesuré, chaque regard déployé pour un effet stratégique maximal. Céleste, la cadette, était plus douce, plus ronde, avec des fossettes et infiniment plus dangereuse, car elle déguisait sa cruauté en douceur comme un joaillier dissimule un défaut derrière un sertissage brillant. Héloïse regarda la petite Séraphine lors de leur première rencontre, cet enfant aux cheveux noirs et aux yeux gris, avec le menton obstiné de sa mère, et vit exactement ce qu'elle était. Un obstacle, un rappel de la première épouse d'Edmond, une tâche. L'effacement de Séraphine Delacroix commença cette même semaine. Cela se fit avec la cruauté méticuleuse de quelqu'un qui comprend que la diminution la plus efficace est celle qui est progressive. Quand Séraphine eut 8 ans, elle avait été déplacée des chambres familiales vers une pièce étroite au dernier étage. Une ancienne chambre de bonne au plafond en pente, avec une unique fenêtre donnant sur des cheminées et un ciel gris, et un lit si étroit qu'elle apprit à dormir sans bouger. À 10 ans, le piano de sa mère, le bel instrument en palissandre sur lequel Rosalie jouait chaque soir, celui qui retenait encore le plus faible fantôme de son parfum entre ses touches, fut vendu. Héloïse prétendit qu'on avait besoin de la place. Séraphine rentra de ses leçons pour trouver le coin vide, le parquet marqué de traces de frottement. Elle se tint dans l'espace vacant et pressa ses mains contre le mur où le piano avait été, comme si elle pouvait encore sentir la musique vibrer dans le plâtre. À 12 ans, son éducation fut écourtée. La fillette n'a aucune perspective, informa Héloïse à Edmond, la voix saturée d'une préoccupation feinte. Pourquoi gaspiller de l'argent en gouvernante quand elle serait mieux servie en apprenant des compétences pratiques? Des compétences pratiques. L'expression devint une sentence. Cela signifiait repriser les robes de ses demi-sœurs, la soie bleu glacier d'Odette, le tulle rose de Céleste, avec des points si petits et si précis que les yeux de Séraphine lui brûlaient à la lumière de la lampe. Cela signifiait polir l'argenterie avant des dîners auxquels il lui était interdit d'assister, son reflet déformé dans la surface incurvée de chaque cuillère. Cela signifiait repasser des nappes jusqu'à ce que ses bras soient douloureux, tandis qu'en bas, les invités d'Héloïse riaient, que la musique jouait et que les coupes de champagne tintaient comme de petites clochettes moqueuses. Son père protesta une fois. C'était un mardi de novembre. Séraphine avait 14 ans. Héloïse l'avait trouvée en train de lire dans la bibliothèque de son père, techniquement, et lui avait arraché le livre des mains avec une brusquerie qui laissa Séraphine stupéfaite. Ce n'est pas une domestique, Héloïse. La voix d'Edmond, faible et lasse, venait de derrière la porte de son bureau. C'est ma fille. Ce qui suivit fut une performance si magnifique qu'elle méritait sa propre scène à la Comédie-Française. Héloïse pleura. Elle haleta. Elle se serra la poitrine. Elle accusa Edmond de cruauté, d'ingratitude, de l'humilier devant la maisonnée, de la faire se sentir importune dans sa propre maison, de choisir le souvenir de sa première épouse plutôt que l'épouse vivante qui avait tout donné pour élever son enfant ingrate. Edmond céda. Il se retira dans son bureau. Il ferma la porte. Il ne protesta plus jamais. Séraphine, écoutant depuis la cage d'escalier, apprit 2 leçons cette nuit-là. Premièrement, que son père l'aimait, mais ne se dresserait jamais pour elle. Deuxièmement, que l'amour sans courage n'était qu'un autre mot pour l'abandon. Elle alla se coucher. Elle ne pleura pas. Elle avait 14 ans et elle avait déjà commencé le processus pour devenir quelque chose que l'on ne pouvait pas diminuer.
Quand Séraphine eut 20 ans, son père n'était plus. Le médecin qui l'avait soigné enregistra la cause comme une insuffisance cardiaque. Il n'avait pas tort, techniquement. Le cœur avait lâché. Mais il avait lâché parce qu'Edmond de Lacroix avait passé 8 ans à se retirer dans la solitude et le regret. Et parce que le chagrin, lorsqu'il n'est pas traité, devient une sorte d'érosion lente qui use un homme de l'intérieur. Séraphine se tint devant sa tombe au cimetière du Père Lachaise par un matin froid de mars, vêtue de la robe noire qu'Héloïse avait fournie à contre-cœur, une ancienne robe d'Odette, mal retouchée, qui pendait de ses épaules comme un linceul. Elle regarda la terre recouvrir le cercueil de son père, et elle ressentit, en plus de la dévastation attendue, une résolution terrible et clairvoyante. Pas contre Edmond. Elle lui avait pardonné depuis longtemps, comme on pardonne à un homme qui se noie de ne pas avoir tendu la main. Contre le monde qui l'avait fait se noyer. Avec Edmond disparu, la dernière barrière entre Séraphine et le mépris d'Héloïse disparut entièrement. La maisonnée changea du jour au lendemain. La petite allocation de Séraphine fut supprimée. Ses repas furent réduits à des restes, pris seul à la cuisine après que la famille eut dîné. La bibliothèque de son père, le dernier espace de la maison qui lui avait semblé sien, fut verrouillée. La clé disparut dans les plis de la robe d'Héloïse et ne fut jamais revue. Séraphine endura. Elle endura comme la pierre endure les intempéries, non pas en cédant, mais en persistant, en laissant la pluie ruisseler sur des surfaces trop solides pour l'absorber. Elle trouva refuge dans 3 choses: les livres qu'elle avait cachés, un volume de poésie de Victor Hugo, un roman de George Sand, et le plus précieux de tous, un mince recueil cousu main des recettes de sa mère, les pages jaunies par l'âge et parfumées à la lavande. Les heures précédant l'aube, quand la maison dormait, et qu'elle pouvait se glisser dans le jardin pour respirer un air qui n'avait pas le goût de la servitude. Et une conviction tranquille, féroce, inébranlable, qu'elle valait davantage que ce qu'on lui avait dit. Elle ne savait pas encore comment cette conviction allait être mise à l'épreuve. Le matin du 14 juin 1874 commença comme tous les autres dans la maison de la Croix, c'est-à-dire qu'il commença par du mépris délivré d'une voix de soie sur du verre brisé. Séraphine. Héloïse se tenait en haut de l'escalier principal, dans une robe de soie lavande, ses cheveux striés d'argent arrangés en une architecture élaborée de boucles, et d'épingles à tête de perles qui tremblaient quand elle bougeait. L'odeur de son parfum, tubéreuse et quelque chose de chimique, quelque chose de faussement sucré, la précédait comme un héros. Derrière elle, comme toujours, se tenaient ses filles. Odette, 24 ans, vêtue de bleu pâle, sa posture une étude d'élégance calculée. Céleste, 20 ans, portait de la mousseline rose et un sourire qui creusait ses fossettes d'une manière que les étrangers trouvaient charmante et que Séraphine trouvait glaçante. « Viens ici, tout de suite. » Séraphine émergea du placard à linge où elle repassait des nappes. Sa robe était en coton gris, la seule qu'elle possédait qui ne tombait pas en morceaux, et ses cheveux noirs étaient simplement épinglés à la nuque. Elle ne portait aucun bijou. Non pas qu'elle ne l'eût souhaité, mais parce que chaque pièce que sa mère lui avait laissée, les boucles d'oreilles en perles, la broche camée, la fine chaîne en or, avait été confisquée par Héloïse des années auparavant. Elle se tint devant sa belle-mère et attendit, le visage composé dans le masque plaisant et neutre qu'elle avait passé des années à perfectionner. « Nous recevons ce soir, » annonça Héloïse, « le marquis de Ferrand et son cercle, la baronne de Sévigné, la comtesse d'Arlincourt. » Elle marqua une pause, laissant les noms tomber comme des pierres. « Tu ne seras pas présente. »« Je ne m'y attendais pas, » répondit Séraphine doucement. « Tu prépareras le salon. Le champagne doit être correctement rafraîchi. Les fleurs doivent être blanches, des lys et des roses. Tu veilleras à ce que les candélabres soient polis et le feu préparé, mais pas allumé avant 7 heures précises. Et quand les invités arriveront... » Elle sourit, un sourire mince et précis. « Tu seras en haut. Silencieuse, invisible, comme il se doit. » Séraphine soutint le regard de sa belle-mère. « Comme vous voudrez, madame. » Le mot « madame », plutôt que « maman », flotta entre elles comme une lame dégainée. Céleste s'attarda après le départ de sa mère. Elle s'attardait toujours. Elle se pencha tout près. « Tu sais, » murmura-t-elle, « maman dit que si tu n'étais pas si pathétiquement quelconque, elle aurait pu te trouver une utilité. Un marchand, peut-être.
ou un veuf en province, quelqu'un disposé à fermer les yeux sur le « tout de toi ». Elle tapota la joue de Séraphine, un geste d'une condescendance si désinvolte qu'il atterrit avec le poids d'un congédiement, et s'éloigna en riant. Séraphine resta seule dans le couloir. Ses mains étaient l'autre ferme. Ses yeux étaient à sec. Elle avait appris depuis longtemps que les larmes étaient une monnaie qu'elle ne pouvait se permettre de dépenser pour des gens qui ne feraient qu'apprécier la transaction. Ce soir-là, Séraphine fit exactement ce qu'on lui avait ordonné. Le salon était un chef-d'œuvre. Elle y avait passé 4 heures, arrangeant les lys blancs et les roses dans des vases de cristal qui avaient appartenu à sa mère, polissant les candélabres d'argent jusqu'à ce qu'ils projettent de petits arcs-en-ciel au plafond, rafraîchissant le champagne exactement à la température que le marquis préférait. À 7 heures, les invités commencèrent à arriver. Séraphine se tenait dans l'escalier de service, observant par l'interstice étroit où la porte ne rejoignait pas tout à fait son chambranle. Elle les reconnut. Le marquis de Ferrand, grand, mince, beau de cette beauté prédatrice des hommes à qui l'on n'a jamais rien refusé. La baronne de Sévigné, majestueuse dans sa soie grenat, avec le port impérieux d'une femme qui se considérait comme l'autorité ultime sur les limites acceptables de l'existence humaine. La comtesse d'Arlincourt, plus âgée, plus discrète, drapée de diamants, observant tout avec une curiosité détachée. Et il y en avait d'autres, 15 environ. Parmi eux, Séraphine remarqua une femme qu'elle ne connaissait pas. Plus jeune que les autres, 30 ans peut-être, avec des cheveux auburn et une robe vert pâle, portée avec l'élégance incertaine de quelqu'un qui ne s'était pas tout à fait accoutumé à ce monde. Elle entra derrière la baronne, les yeux parcourant le salon avec une expression qui n'était ni prédatrice ni calculatrice, mais simplement prudente, vigilante. C'était la vicomtesse Adélaïde de Mauriac, et elle aurait son importance plus tard, bien que Séraphine ne le sût pas encore. Ils envahirent le salon, et la maison se remplit du son caractéristique de la conversation aristocratique. Des rires jamais tout à fait spontanés, des compliments jamais tout à fait sincères. Séraphine se retourna pour monter l'escalier, et c'est alors qu'elle entendit son nom. « Séraphine Delacroix est encore ici ?» La voix du marquis de Ferrand, amusée et tranchante. « Je croyais qu'Héloïse l'avait envoyée au couvent à l'heure qu'il est. » Des rires, confortables, assurés. « Elle est ici, malheureusement. » La voix d'Héloïse, habilement modulée entre résignation et connivence. Le testament d'Edmond était compliqué. Elle a un petit droit légal sur la maison jusqu'à ses 25 ans, ou son mariage. Mes notaires y travaillent. Comme c'est fastidieux, dit la baronne de Sévigné. Plus que fastidieux, poursuivit Héloïse, elle est un embarras permanent. La fille d'un professeur de musique de Lyon, vous imaginez? Mon pauvre Edmond, son seul égarement, et cela arpente ses couloirs chaque jour. Le sang parle, observa posément la comtesse d'Arlincourt. Il parle toujours. La main de Séraphine se serra sur la rampe. Faites-la descendre, dit le marquis de Ferrand. Sa voix s'était aiguisée en quelque chose d'avide. Voyons ce vestige. Oh, je ne saurais, commença Héloïse, sa protestation si parfaitement faible qu'elle était manifestement une invitation. Faites, acquiesça la baronne. Séraphine entendit la voix de sa belle-mère, élevée et sucrée et terrible. Séraphine, descends au salon, s'il te plaît. Elle descendit. Le salon était une cage de lumière dorée et de visages hostiles. 15 invités occupaient l'espace qu'elle avait passé des heures à parfaire. L'odeur était complexe. Cire d'abeille, lys de cerf, tabac coûteux, des parfums rivaux, et en dessous de tout cela, le bord légèrement aigre de la cruauté déguisé en divertissement. Tous les yeux se tournèrent vers Séraphine quand elle entra. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte dans sa robe de coton gris, délavée, reprisée, de la couleur de l'endurance. Parmi ces créatures scintillantes, elle ressemblait exactement à ce qu'ils voulèrent qu'elle fût. Rien. Le marquis de Ferrand posa son champagne et se leva. Il se dirigea vers Séraphine d'un pas délibéré. Ainsi, voici la fameuse Séraphine. Tristement célèbre plutôt, murmura Odette, et plusieurs invités rirent. Ma belle-fille, dit Héloïse en s'avançant, a été élevée dans cette maison par charité chrétienne. Sa mère n'était pas de notre monde. Une fille de province. Douce, j'en suis sûr, mais tout à fait inadaptée. Elle marqua une pause.
On ne saurait reprocher à une mauvaise herbe de pousser là où le vent la sème. Le marquis contourna lentement Séraphine. Elle se tint parfaitement immobile, les yeux fixés sur le mur du fond. « Dis-moi, petite, sais-tu pourquoi on t'a fait descendre ?»« Non, monsieur le marquis. »« Pour illustrer un point. Ta belle-mère a fait preuve d'une générosité extraordinaire. Elle t'a logé, toléré ta présence dans un monde où tu n'as pas ta place. » Il marqua une pause. « Et comment la remercies-tu » ? Par le silence, par l'entêtement, par l'arrogance tranquille d'une fille qui croit avoir le droit de se tenir parmi ceux qui la surpassent. La baronne ajusta son collier de grenat. Certaines insuffisances sont plus visibles que d'autres. Ferrand regarda Héloïse. Elle hocha la tête, un geste petit et précis, comme un chef d'orchestre donnant le signal du mouvement final. « Je pense, dit le marquis de Ferrand, qu'une marque de gratitude s'impose. » Il attendit. « Agenouille-toi. » Le mot tomba dans le silence comme une pierre dans une eau immobile. « Agenouille-toi, répéta Ferrand, et remercie ta belle-mère. Pour sa patience, pour avoir toléré la fille d'une personne de rien dans sa maison pendant 17 ans. » Séraphine regarda Héloïse. Derrière elle, les lèvres d'Odette étaient entr'ouvertes d'anticipation. Les yeux de Céleste brillaient d'un ravissement cruel. Quelque chose bougea à l'intérieur de la poitrine de Séraphine. Pas une rupture. Elle ne se briserait pas, mais un réarrangement. « Je refuse, dit-elle. Le silence était absolu. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai dit que je refuse de m'agenouiller. Ma mère était une femme bien. Mon père l'aimait. Je ne m'excuserai pas pour leur choix. » Sa voix tremblait. Elle l'entendait, mais elle tint bon. « Et je ne m'agenouillerai pas pour le crime d'exister. » Silence. Ferrand regarda Héloïse. Elle secoua la tête, le signal d'une femme qui ne tolérerait pas d'être défiée dans son propre salon. Le marquis s'avança. Sa voix descendit jusqu'à un ton de commandement calme et absolu. La voix d'un homme à qui l'on n'avait jamais désobéi et qui portait le poids de tout un ordre social derrière chaque mot qu'il prononçait. « Tu es seul, dit-il doucement. Tu n'as pas de fortune, pas de famille qui te défendra, pas de nom qui porte le moindre poids. Si tu refuses, ta belle-mère veillera à ce que tu quittes cette maison sans rien, pas même les vêtements que tu portes. Tu n'auras aucune référence, aucune introduction, aucune possibilité d'emploi respectable à Paris. » Il marqua une pause. « Ou bien tu peux t'agenouiller, prononcer quelques mots et remonter dans ta chambre. Le choix, tel qu'il est, t'appartient. » Ce n'était pas un choix. C'était une architecture de coercition si raffinée, si parfaitement construite, qu'elle ne nécessitait pas la moindre main levée. Seulement le poids complet et suffocant d'un monde conçu pour que les femmes comme Séraphine n'aient aucune option. Ses genoux cédèrent, non pas parce qu'elle le choisit, parce qu'elle était une femme seule, dans une pièce pleine de gens qui détenaient tous les avantages que le monde pouvait offrir, et les mathématiques de sa situation, pas d'argent, pas d'alliés, pas de protecteur, ne lui laissaient nulle part où se tenir debout. Elle s'affaissa au sol. Sa robe grise s'étala autour d'elle sur le parquet ciré, le même parquet qu'elle avait ciré le matin même. « Maintenant, dit Héloïse en s'avançant, sa voix résonnant de triomphe, dis-le. Dis, merci madame, pour votre générosité. Je suis désolé du fardeau de mon existence. » Les mains de Séraphine étaient à plat contre le sol froid. Quelque chose en elle criait, une voix qui ressemblait à celle de sa mère. Mais elle avait appris que la résistance, quand on est en infériorité numérique et sans ressources, était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Merci, madame, pour votre générosité. » Sa voix était à peine un murmure. « Je suis désolé, du fardeau, de mon existence. » Héloïse exhala un long son frémissant de satisfaction. Et puis les applaudissements commencèrent. Polis, contenus, du genre de ceux que l'on offre à l'opéra quand une représentation est simplement correcte. Comme si la dégradation de Séraphine n'était qu'un intermède divertissant entre le champagne et le dessert. Presque tout le monde applaudit. Presque. Dans le coin de la pièce, près de la porte de la bibliothèque, la vicomtesse Adélaïde de Mauriac n'applaudit pas. Elle se tenait dans sa robe vert pâle, les mains le long du corps, le visage blanc. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles avaient perdu leur couleur. Elle regardait Séraphine au sol et quelque chose traversa son expression qui n'était ni amusement ni satisfaction, mais tout autre chose. De la honte.
Elle ne parla pas, elle n'intervint pas, elle n'en avait pas le courage, pas encore. Mais elle n'applaudit pas, et elle ne détourna pas le regard. Séraphine ne le remarqua pas. Elle se releva, elle ne regarda personne. Elle se retourna, sortit du salon, monta l'escalier jusqu'à sa petite chambre, ferma la porte et s'assit au bord de son lit étroit. Elle resta assise dans le noir. Les sons de la réception montaient. Rire, musique, cristal. Elle ne pleura pas. Elle prit une décision. Elle partirait. Demain, elle disparaîtrait dans Paris. Elle ne savait pas encore qu'il était déjà trop tard pour disparaître, car quelqu'un avait vu. Ce qu'Héloïse ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que le marquis avait envoyé une invitation supplémentaire, une invitation stratégique, adressée à un homme dont la faveur pouvait élever ou détruire une douzaine de familles. Cet homme était arrivé en retard. Il était entré par la porte du jardin, comme à son habitude, et s'était tenu dans la bibliothèque adjacente, séparée du salon par rien de plus qu'une porte entr'ouverte et un rideau de velours bordeaux. Il avait tout vu. Il avait regardé une fille en coton gris refuser de s'agenouiller. Il l'avait regardée être mise à genoux par le poids d'un monde qui ne lui laissait aucune autre option. Il l'avait entendue prononcer ces mots. « Je suis désolé du fardeau de mon existence », et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait depuis longtemps en sommeil, quelque chose qu'il avait muré derrière la discipline, le contrôle et la froide architecture du pouvoir, s'était éveillé. Il s'appelait Lucien Aldric de Montclerc. Il était le duc de Montclerc. Et dans toute la France, il n'existait pas d'homme plus puissant, plus craint, ni plus redoutable. Il se tenait dans la bibliothèque obscure, regardant Séraphine sortir du salon le dos droit et la tête haute, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'âge de 11 ans, depuis le matin où son père s'était tenu au-dessus de lui dans le grand hall du château de Montclerc et l'avait informé, d'une voix aussi froide et plate que la pierre de janvier, que sa mère s'en était allée, et que les manifestations d'émotion étaient un luxe que le nom de Montclerc ne pouvait se permettre. Il ressentit une fureur froide, précise, architecturale. Et sous cette fureur, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui reconnaissait dans cette file une blessure qui reflétait la sienne. Il lâcha le rideau. Il ajusta sa manchette. Il sortit par le jardin sans parler à personne. Dans la voiture, dans l'obscurité, le duc de Montclerc resta assis dans un silence parfait et commença à planifier. Pour comprendre ce que le nom de Montclerc signifiait dans la France de 1874, il faut comprendre l'écosystème du pouvoir qui régissait l'aristocratie française au début de la Troisième République. La dynastie des Montclerc était la plus ancienne, la plus riche et la plus puissante des grandes familles. Les origines de la fortune étaient médiévales, des concessions foncières d'un roi capétien au XIIe siècle, étendues par les croisades, consolidées par les mariages, préservées grâce à un instinct presque surnaturel pour se trouver du bon côté de l'histoire. Tandis que d'autres familles nobles avaient été brisées par la Révolution, les Montclerc avaient enduré. Ils étaient, selon l'appréciation, diplomatiques, indestructibles. Le duc actuel, Lucien, avait 31 ans. Il avait hérité du titre à 23 ans quand son père, le duc précédent, avait péri dans un accident d'équitation au château de Montclerc. Personne ne pleura le duc précédent, certainement pas Lucien. Pour comprendre pourquoi le duc de Montclerc démantelait des dynasties pour une femme qu'il connaissait à peine, il faut d'abord comprendre la dynastie qui le façonna. L'ancien duc, le père de Lucien, Augustin de Montclerc, avait été un homme d'une intelligence cristalline et d'une froideur émotionnelle absolue. Il dirigeait l'empire Montclerc comme un général dirige une campagne, avec une précision stratégique, une discipline totale et une vision des êtres humains comme des atouts à déployer ou des passifs à éliminer. La mère de Lucien, la duchesse Isabelle, avait été une femme douce et artiste, d'une famille provençale, qui peignait des aquarelles, chantait pour son fils et existait dans le monde d'Augustin comme un oiseau chanteur dans un coffre de marbre. Elle s'éteignit quand Lucien avait 11 ans. Un accident de voiture sur la route entre Amboise et Tours. Lucien était dans les écuries quand la nouvelle arriva, en train de brosser son poney. Son père apparut dans l'embrasure, impeccable, maîtrisé, et délivra l'information du même ton qu'il utilisait pour discuter des rendements agricoles. « Ta mère n'est plus. Les funérailles auront lieu jeudi. Tu te comporteras de manière appropriée.
Lucien, qui avait 11 ans et aimait sa mère de l'amour désespéré et sans fond d'un enfant qui comprenait qu'elle était la seule chaleur de son monde, sentit les larmes monter. La voix de son père les trancha comme le gel. Les hommes Montclair ne pleurent pas. Le sentiment est un luxe. La discipline est une nécessité. Tu apprendras la différence ou tu seras indigne du nom que tu portes. Lucien s'arrêta. Il serra les lèvres. Il ravala tout, le chagrin, le besoin, la terrible absence béante, et il le verrouilla derrière une porte à l'intérieur de lui-même et ne l'ouvrit plus jamais. Ni ce jour-là, ni aux funérailles, ni dans les 20 ans qui suivirent, durant lesquels son père le forma systématiquement aux arts du pouvoir, tout en s'assurant que chaque trace de la chaleur de sa mère soit méthodiquement retirée de son caractère. Quand Lucien hérita du titre, il était tout ce que son père l'avait conçu pour être, brillant, imposant, maîtrisé et totalement seul. Il ne s'était jamais marié. Il a un cœur de glace, déclara un jour la comtesse d'Arlincourt. Elle avait tort. Lucien de Montclair avait un cœur qui brûlait, le cœur de sa mère, enfoui sous 20 ans du gel paternel. Il n'avait simplement jamais trouvé personne pour qui valoir la peine de fondre. Jusqu'à cette nuit-là, quand il regarda une fille en coton gris refuser de s'agenouiller, puis s'agenouiller parce que le monde ne lui laissait aucun choix, et l'entendit s'excuser du crime d'être vivante. Et la glace se fissura. Parce qu'il la reconnut. Pas son visage, sa blessure. La blessure de quelqu'un dont la douleur avait été vue par des gens qui auraient dû intervenir et qui n'avaient rien fait. Séraphine passa 3 jours à préparer sa disparition. Elle possédait très peu de choses. Quelques robes, des chaussures usées, ses 3 livres. Une poignée de pièces économisées au fil des ans. Elle était en train de plier sa dernière robe dans la vieille valise de sa mère quand le valet de pied apparut à sa porte. Marcel était vieux, digne, et le seul membre du personnel qui lui avait toujours témoigné de la gentillesse. Il se tenait dans l'embrasure avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. De la stupeur. « Mademoiselle, il y a un visiteur. Il demande à vous voir. »« Moi ? » ?»« Vous spécifiquement, pas la comtesse. »« Qui est-ce » Marcel déglutit. « Le duc de Montclair. » Elle descendit l'escalier principal et trouva le vestibule transformé. Non pas physiquement, mais atmosphériquement, comme si l'air s'était chargé de la présence qu'il contenait. Lucien de Montclair se tenait au centre du vestibule. Redingote bleu sombre, gilet gris tourterelle, gants de chevreau gris dans une main. Il était grand, dépassant largement le 1,80 m, avec des cheveux noirs coupés avec précision. Un visage aux plans angulaires et acérés, et des yeux d'un bleu-gris si pâle qu'ils paraissaient presque argentés. Ses yeux trouvèrent Séraphine, et s'arrêtèrent. Elle le ressentit comme une force physique, l'intensité concentrée de son regard. « Mademoiselle Delacroix, dit-il. » Sa voix était profonde, grave, maîtrisée. « Votre grâce, nous n'avons pas été présentés. »« Non. »« En effet. Puis-je m'entretenir avec vous, en privé ?» Les portes du salon s'ouvrirent. Brusquement, Héloïse fit irruption, à demi coiffée, essoufflée. « Votre grâce, quel honneur extraordinaire !»« Comtesse. » Un seul mot. Héloïse s'arrêta en pleine phrase. « Je ne suis pas venue vous voir. » La couleur quitta le visage d'Héloïse. « Je suis venue voir mademoiselle Delacroix. Marchons-nous » Héloïse tenta d'insister pour les accompagner. Lucien la regarda. Simplement la regarda. 2 secondes. Elle recula. « Le jardin, » dit Séraphine. Ils marchèrent parmi les roses. Juin était généreux. Crème, rose et cramoisi, leur parfum lourd dans l'air tiède. Lucien parla le premier. « J'étais à la réception Ferrand il y a 3 soirs. » Elle s'arrêta. Son corps se raidit. « J'étais dans la bibliothèque. La porte était ouverte. J'ai vu ce qui s'est passé. » La honte arriva, une vague, brûlante et totale. Il avait vu. « Je vois, » dit-elle, parfaitement neutre. « Vous vous êtes agenouillé. On ne m'a guère laissé le choix. Vous avez d'abord refusé. » Sa voix changea. « Vous vous êtes tenu dans une pièce pleine de gens qui avaient hâte tous les avantages sur vous et vous avez refusé. C'est ce que j'ai remarqué. » Elle scruta son visage à la recherche de moquerie. N'en trouva pas. Chercha la pitié. N'en trouva pas. Ce qu'elle trouva était quelque chose de concentré, d'intense et d'étrangement chaleureux. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-elle.
J'ai une proposition. Sa voix se durcit. Elle savait ce que les hommes de pouvoir entendaient quand ils venaient en faire des propositions aux femmes sans protecteur. Je crois que vous devriez partir, votre grâce. La surprise traversa son visage, puis l'admiration, puis l'amusement. Pas ce genre de proposition. Je vous demande de m'épouser. Silence. Même les oiseaux se turent. C'est soit la plaisanterie la plus cruelle que j'ai jamais entendue, soit vous m'avez confondu avec quelqu'un qui a quelque chose à offrir à un duc. Je ne plaisante pas. Vous êtes Séraphine Margot de la Croix, née le 3 avril 1852. Vous avez été systématiquement maltraitée depuis votre enfance. Vous possédez 3 livres, dont l'un est un recueil manuscrit des recettes de votre mère sous votre oreiller. Il marqua une pause. Je sais exactement qui vous êtes. Comment pouvez-vous savoir pour les recettes? J'ai conscience de votre existence depuis considérablement plus longtemps que 3 jours. Ce que Lucien ne lui dit pas, c'était toute la vérité. Il l'avait vue pour la première fois 4 ans plus tôt lors d'une réception près de Fontainebleau. Elle avait 18 ans, assise seule dans l'embrasure d'une fenêtre, lisant un livre qu'elle avait introduit en contrebande dans son réticule. Elle était indifférente à la pièce. Et quand elle atteignit un passage qui lui plut, elle sourit. Un petit sourire, privé, non destiné à être vu, c'était l'expression la plus authentique que Lucien avait vue en 10 ans. En 10 ans entouré des femmes les plus accomplies d'Europe, aucune n'avait jamais produit une expression qui ne fût, à un certain niveau, une performance. Cette fille était simplement elle-même. Et Lucien, qui cherchait quelque chose de réel dans un monde d'artifice, quelque chose que sa mère aurait reconnu, sentit le sol se dérober. Il ne s'approcha pas. Il rassembla des informations. Au fil des ans, par les domestiques et les notaires, il assembla un portrait complet de Séraphine de la Croix. Sa mère, le déclin de son père, la campagne d'effacement d'Héloïse, le piano vendu, la bibliothèque verrouillée, la robe grise. Chaque découverte le toucha, avec une intensité qui troubla un homme entraîné à ne rien ressentir. Quand il apprit que Céleste portait les boucles d'oreilles en perles de la mère de Séraphine, il agrippa le bord de son bureau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent et resta immobile. Très longtemps. Il avait pensé assez, mais il avait attendu, car le moment était tout. Et puis le marquis de Ferrand l'avait fait s'agenouiller et l'attente était terminée. Dans le jardin, Séraphine tenait sa carte et tentait de donner un sens à la réalité. Pourquoi? Vous pourriez épouser n'importe qui en France. Parce qu'elle m'ennuie. Toutes. Elle joue à la comédie. Elle calcule. J'ai rencontré 1 000 de femmes formées pour être ce que je suis censé vouloir. Il marqua une pause. Vous n'êtes pas ce que je suis censé vouloir. Vous êtes ce que je veux. Vous ne me connaissez pas. Je sais que vous avez refusé de vous agenouiller. Je sais que vous l'avez fait, parce que l'alternative était la misère. Je sais que vous vous êtes excusé d'exister, que les mots ont failli vous anéantir, et que vous n'avez pas pleuré. Sa voix était posée, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. Je sais suffisamment. Si je dis non, alors je pars, vous ne me reverrez jamais. Et si je dis oui, alors vous ne vous agenouillerez plus jamais devant quiconque. Elle l'étudia, cherchant la tromperie. J'ai besoin de temps. Bien entendu. Et si j'accepte, ce ne sera pas par gratitude. Je refuse de la jouer. Quelque chose se produisit sur son visage. Sous le masque, de la joie. J'ai fait ma demande à une femme que je m'attendais à trouver difficile. Difficile. Farouchement, magnifiquement, intransigeablement difficile. Elle prit la carte. Je vous ferai parvenir ma réponse. Il s'inclina, une révérence convenable, celle qu'un duc adresse à une femme qu'il considère comme son égale, et s'éloigna. Séraphine resta parmi les roses longtemps. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Elle réfléchit pendant 5 jours. Pendant ce temps, Héloïse se transforma. Douceur sucrée, une place à la table familiale, une robe de mousseline, bleu matérialisé. N'ai-je pas toujours dit qu'elle avait du potentiel, Odette? Le sourire d'Odette était une blessure. Toujours, maman. Séraphine comprenait. Un mariage avec Montclair élèverait toute la maison. Héloïse n'était pas aimable, elle était stratégique. Et c'est cela, plus que tout ce que Lucien avait dit, qui cristallisa sa décision. Si elle l'épousait, l'architecture du contrôle serait sienne. Elle n'était pas naïve.
mais elle croyait en elle-même. Le 5e jour, elle envoya un mot. La réponse, merci. Les fiançailles furent annoncées dans le Figaro et Paris explosa de spéculations. Personne n'envisagea l'explication la plus simple, que le duc était tombé amoureux, parce que cela menaçait les fondements de leur monde. Le contrat de mariage était extraordinaire. Un revenu personnel dépassant celui de la plupart des domaines nobles, ses propres appartements, l'autorité complète sur le personnel, et une clause finale, aucun membre de la famille Delacroix n'aurait quelque droit que ce fût sur Séraphine ou sa fortune à perpétuité. Les semaines avant le mariage furent vertigineuses. Séraphine fut installée à la résidence Montclair, avenue Montaigne. On lui attribua une femme de chambre, Margot, une Bretonne à l'œil vif, qui la traitait avec un respect sincère. La première fois que Margot l'appela « Mademoiselle », sans la moindre trace de moquerie, Séraphine dut presser sa main contre la vitre pour se ressaisir. Une chose si petite. Et elle faillit la défaire parce que la gentillesse, après des années de privation, est plus difficile à absorber que la cruauté. Le cœur développe des défenses contre la douleur. Il n'a pas de défense contre la douceur. Elle voyait Lucien chaque jour. Il marchait aux Tuileries, le long de la Seine, au Luxembourg. Il lui posait des questions sur sa mère, la vraie version. Elle faisait une soupe, dit Séraphine, un après-midi. Quand j'étais malade, poireaux, pommes de terre, crème, elle s'asseyait sur mon lit et me la donnait à manger et elle chantait. Toujours la même berceuse en provençal. Je ne me souviens pas des paroles, mais je me souviens de l'air. Elle marqua une pause. Je ne peux pas entendre cet air sans me sentir en sécurité, et je ne me suis pas senti en sécurité depuis qu'elle est partie. Lucien garda le silence, puis « J'apprendrai l'air. Vous commandez des empires ferroviaires et terrifiez des baronnes. Oui. Et vous allez apprendre une berceuse. Si cela vous fait vous sentir en sécurité, alors oui. » Quelque chose se fissura en elle, pas comme une rupture, mais comme la glace sur une rivière au printemps. Quelque chose de chaud en dessous qui commençait à bouger. Mais la confiance n'était pas une porte. C'était une forteresse. Elle testa sa patience par le silence. Il resta. Elle testa son tempérament par un désaccord public. Il concéda. Elle testa sa sincérité. Si je partais demain, si je disparaissais à Marseille, que feriez-vous? Je vous laisserai partir. Et je passerai ma vie à le regretter. Mais je vous laisserai partir, parce que vous n'êtes pas une prisonnière, Séraphine. Les murs développèrent leur première fissure. Le mariage eut lieu à l'église de la Madeleine. 800 invités, une déclaration en rose blanche. Séraphine remonta la nef en soie ivoire, le voile de dentelle de sa mère sur ses cheveux noirs, cachés pendant des années entre les pages de la poésie de Hugo. Lucien lui prit la main. Ses doigts dirent « Tu es en sécurité ». Quand ils se retournèrent tard vers les invités, Séraphine les trouva. 5e rang. Derrière les banquiers. Héloïse. Odette. Céleste. Séraphine soutint le regard de sa belle-mère. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. L'automne au château de Montclair. Une bibliothèque. Bien à elle. Une jument grise nommée Étoile. L'espace de respirer. Vivre avec Lucien était un exercice de contradiction. En public, imposant, impénétrable. En privé, présent, attentif, concentré sur elle avec une intensité qui aurait dû l'alarmer, mais qui était la chose la plus sûre qu'elle eût jamais connue. Il apparaissait à sa porte quand les cauchemars venaient, le salon, le parquet, les applaudissements, et s'asseyait dans le fauteuil jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. « Vous n'avez pas besoin de me garder, » lui dit-elle. « Je ne vous garde pas, je les garde, eux. Eux, tous ceux qui vous ont jamais causé de la peine. Ma patience a une limite, Séraphine, et votre souffrance est cette limite. » Elle tendit la main dans l'obscurité et prit la sienne. La première fois qu'elle le touchait volontairement. Il exhala un long souffle tremblant. Le souffle d'un homme qui avait tout retenu pendant des années. Puis vint l'opéra. Novembre. L'Opéra Garnier. Don Giovanni. La loge Montclair, au centre de la corbeille. Séraphine portait du velours bordeaux, les rubis Montclair à sa gorge. Pendant le premier entracte, Lucien se pencha vers elle. « Vous êtes la chose la plus remarquable dans ce bâtiment, et j'inclus l'architecture. » Puis il s'absenta brièvement. Séraphine se retrouva seule.
Le rideau frémit. Une femme entra. Éblouissante, blonde dorée, satin bleu glacier, très classique. La grâce calculée d'une femme qui avait passé sa vie à être la plus belle personne de chaque pièce. Duchesse, je suis la vicomtesse Delphine de Vauban. Je mourrais d'envie de vous rencontrer. Delphine s'installa avec une aisance propriétaire. Vous devez me dire comment vous avez réussi. Réussi quoi? Lucien. Le prénom? Délibéré, intime. Nous étions tous certains qu'il ne se marierait jamais. Et puis, vous. Ses yeux parcoururent Séraphine. Quelle surprise! La vie est pleine de surprises, vicomtesse. Vous devez savoir que Lucien et moi étions très proches autrefois. Très proches, en effet. Quelque chose se serra en Séraphine. Pas de l'insécurité, quelque chose de territorial. L'instinct d'une femme qui en avait fini qu'on lui prenne les choses. Quelle chance pour vous que la proximité soit un terme relatif. Je voulais simplement vous faire comprendre. Ces passions brûlent vivement et vite. Je serais navré que vous soyez prise au dépourvu quand elles refroidiront. Votre sollicitude est notée et inutile. Lucien revint. Il vit Delphine. La température changea. Le deuxième acte commence. Votre loge est de l'autre côté. Delphine partit avec un dernier regard. Ce n'est pas fini. Dans l'obscurité, Séraphine murmura « Elle a dit que vous étiez proche. » Elle était invitée à une réception à Biarritz, il y a 5 ans. Nous avons parlé 2 fois. Elle est très belle. Elle est très ennuyeuse. Puis, si bas qu'il dut se pencher, « Si elle touche encore votre bras, je l'ai vu toucher votre bras, je le lui ferai regretter. » Il se figea. L'immobilité d'un homme entendant quelque chose qu'il avait attendu des mois. C'est la chose la plus possessive que vous m'ayez jamais dite. Vraiment? Redites-le. Elle ne doit pas vous toucher. Personne ne me touche, personne sauf vous. Sa main trouva la sienne. Cette fois, elle ne lâcha pas. 3 semaines plus tard, Séraphine faillit partir. Pas à cause d'une dispute, à cause de la dissonance. Une vie entière à s'entendre dire qu'elle ne valait rien, confrontée quotidiennement à la preuve que quelqu'un croyait le contraire. Elle avait survécu en construisant des murs, en n'attendant rien, en n'ayant besoin de personne. Et maintenant, par le simple fait de la dévotion de Lucien, on lui demandait de les démanteler. De faire confiance, d'avoir besoin. Un matin de 1 novembre, elle regarda les émeraudes Montclair et ressentit qu'elle portait un costume. Que lorsque la représentation prendrait fin, quand Lucien verrait à travers, il ferait ce que tous les autres avaient en fait. Il détournerait le regard. Elle fit un sac, 3 livres, les recettes de sa mère. La robe grise qu'elle avait gardée. Elle écrivait un mot quand la porte s'ouvrit. Lucien vit le sac. La robe. Le mot inachevé. Silence. 10 secondes qui durèrent une éternité. Puis il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et dit « Dites-moi. » Pas ne partez pas. Pas vous ne pouvez pas. Dites-moi. Elle lui dit « La dissonance. Le costume. La robe grise qu'elle ne pouvait jeter. La terreur de se permettre d'avoir besoin de quelqu'un qui pourrait la défaire non par la cruauté, mais par la bonté. Héloïse était cruelle, dit-elle. Et la cruauté, je la comprends. Elle a des règles, je sais comment l'endurer. Mais ceci, ce que vous m'offrez, je ne sais pas. Comment l'endurer? Parce que si je me laisse la voir et que cela disparaît, cela ne disparaîtra pas. Vous ne pouvez pas promettre cela. Non. Mais je peux promettre ceci. Je ne détournerai pas le regard. Pas en 4 ans d'observation à distance. Pas en 6 mois à essayer de gagner votre confiance. Pas maintenant. Pourquoi? Pourquoi restez-vous? Silence. Lumière de novembre à travers la fenêtre. Parce que ma mère est partie quand j'avais 11 ans, dit-il. Séraphine se figea. Mon père me l'a annoncé dans les écuries. Il a délivré la nouvelle comme il délivrait des instructions sur la récolte. Et quand j'ai senti les larmes monter, il m'a regardé et a dit « La voix de Lucien était posée, mais ses mains ne l'étaient pas. Il a dit que les hommes Montclair ne pleurent pas, que le sentiment était un luxe, que la discipline était tout ce qui comptait. Elle respirait à peine. Il a passé les 20 années suivantes à m'enseigner que le sentiment était une faiblesse, que l'amour était une vulnérabilité,
que la seule position sûre se trouvait derrière des murs si hauts que rien ne pouvait vous atteindre. Il marqua une pause, il a presque réussi. Il a fait de moi exactement ce qu'il voulait, un instrument parfait du pouvoir, froid, maîtrisé. Seul. Il la regarda. Et elle vit, non pas le duc, mais le garçon de 11 ans, cherchant le droit au chagrin et se le voyant interdire. Et puis je vous ai vu dans une fenêtre à Fontainebleau, en train de lire George Sand et de sourire à une page, et j'ai ressenti quelque chose qu'on m'avait dit que j'étais incapable de ressentir. Quelque chose que mon père avait passé 20 ans à essayer d'effacer. Quelque chose qui me terrifiait. Il expira. Je me suis senti vivant. Vous avez peur d'avoir besoin de moi. Et je comprends. J'ai passé 31 ans terrifié par la même chose. Mais je préfère être blessé par vous que d'être en sécurité sans vous. Et si vous devez partir, je vous laisserai partir. Mais je vous demande, et je n'ai jamais rien demandé à personne, de rester. Séraphine regarda le sac, regarda Lucien, l'homme qui venait de s'ouvrir entièrement et de lui montrer la blessure à l'intérieur, la blessure qui reflétait la sienne. Elle défit le sac, lentement, délibérément. Hugo, Sand, les recettes rendues sous son oreiller. La robe grise, elle la tint, puis la plaça dans le tiroir du bas de son secrétaire. Pas comme armure, pas comme échappatoire, comme rappel. De qui elle avait été, de ce qu'elle avait enduré, de la distance entre cette fille et cette femme qui choisissait de rester. « Je reste », dit-elle. Il ferma les yeux et expira. Décembre, la neige et la cuisine. Séraphine avait cuisiné les recettes de sa mère. Un matin, Lucien la trouva couverte de farine, des larmes sur les joues. Il se tenait dans l'embrasure en tenue d'équitation. « Vous faites la tarte de votre mère. » « Comment savez-vous » Page 47. Tomates et olives. « Vous me l'avez dit aux Tuileries. » Il traversa la cuisine, prit un linge, essuya doucement la farine de sa joue, son pouce traça sa mâchoire. Leurs regards se croisèrent. La cuisine était chaude, le monde se rétrécit. Lucien. Oui. Je ne pars nulle part. Je sais. Vous avez déplié la robe grise. Je l'ai gardée. Comme preuve que quelque chose a survécu, elle l'embrassa. La retenue de plusieurs mois trembla. Sa main passa dans ses cheveux. Ses mains enfarinées agrippèrent sa redingote. Le monde fut oublié. Quand ils se séparèrent, fronts appuyés l'un contre l'autre, la tarte va brûler. Qu'elle brûle! Elle rit, un vrai rire, arraché et impossible à arrêter. Il la dévisagea comme si elle venait d'accomplir un miracle. Refaites ça. On ne rit pas sur commande. Alors je passerai ma vie à le provoquer. Et personne parmi ceux qui vous ont fait agenouiller, murmura-t-il plus tard, n'échappera à ce qui arrive. Il lui montra les dossiers. 15 fiches, 15 noms. Chaque vulnérabilité cartographiée. Vous avez compilé cela avant de me faire votre demande. Oui. Vous aviez l'intention de leur demander des comptes quoi qu'il arrive. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont fait agenouiller. La première à tomber fut la baronne de Sévigné. Sa fortune était une fiction bâtie sur des évaluations immobilières falsifiées. Lucien activa ses connaissances avec une précision chirurgicale. Une conversation à la Banque de Paris. Une lettre à un notaire. Un mot à un journaliste financier. En 2 mois, la baronne se retira à Dijon, son existence mondaine éteinte. La deuxième fut la comtesse d'Arlincourt. Les dettes de jeu de son fils Philippe furent consolidées dans une entité Montclair, puis réclamées. La comtesse paya avec presque tout ce qu'elle avait. Le troisième, Séraphine en fut directement témoin. Le comte de Beauvais avait ri le plus fort à son humiliation, levé son verre en toast. Il avait un secret, une liaison avec l'épouse d'un magistrat, le magistrat dont la juridiction couvrait les propriétés Beauvais. Un matin, 2 lettres arrivèrent de chez le comte, l'une du magistrat annonçant une enquête, l'autre de l'épouse du magistrat mettant fin à la liaison. Les 2 simultanés. Pas une coïncidence. 3 jours plus tard, le comte se présenta à la résidence Montclair, désespéré et débraillé. Séraphine entendit sa voix à travers la porte de communication, aiguë, tendue. « Votre grâce, je sais que c'est votre œuvre. Le magistrat va me ruiner.
Votre famille ne faisait pas partie de vos préoccupations quand vous avez levé votre verre à l'humiliation d'une jeune femme. Tout le monde le faisait. Oui. Et tout le monde en répondra. Vous avez ri le plus fort, Beauvais. J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai compté. Silence. Je vous en prie. Partez. Le comte quitta Paris 3 semaines plus tard, sa réputation en ruine. Séraphine resta assise dans le salon après et pensa au son que fait une coupe de champagne quand on la lève en toast, et au son que fait la voix d'un homme quand il dit « je vous en prie » et le pense vraiment. Les deux sons, songea-t-elle, étaient étonnamment semblables. Un par un, ils tombèrent. Mais pas tous. La vicomtesse de Mauriac, dit Lucien un soir. Elle était à la réception. Elle se tenait près de la porte de la bibliothèque. Elle n'a pas applaudi. Séraphine se souvint, vaguement, d'une robe vert pâle, un visage blanc. Ma source rapporte qu'elle semblait en détresse. Ses mains tremblaient. « Laissez-la, dit Séraphine. Je pensais que vous diriez cela. » Pourquoi? Parce que la clémence est une forme de pouvoir. Et vous avez toujours compris le pouvoir mieux que quiconque dans cette pièce. 3 semaines plus tard, une lettre arriva. Papier crème uni. Pas d'armoirie. Madame la Duchesse, vous ne me connaissez pas. J'étais présente à la réception de juin. J'ai été témoin de ce qu'on vous a fait. Je ne suis pas intervenu. Je me suis tenu contre le mur et je n'ai rien fait tandis qu'on vous mettait à genoux. J'y ai pensé chaque jour depuis. Le silence face à la cruauté et complicité, et j'ai été complice. Je ne vous écris pas pour demander pardon. Je vous écris pour dire « Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir été lâche. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le dire. » Adélaïde de Mauriac. Séraphine écrivit une réponse de 3 lignes. Madame de Mauriac, que vous n'ayez pas applaudi suffisait. Que vous écriviez cette lettre est plus que suffisant. Venez prendre le thé jeudi. Adélaïde vint. Et revint. Et, l'espace d'1 an, elle deviendrait l'amie la plus proche de Séraphine. Il restait maintenant un nom. « Qu'allez-vous faire » demanda Séraphine. Le dossier Ferrand était ouvert entre eux. Avoir, dette, transactions frauduleuses. Cela dépend de ce que vous voulez. Le voulez-vous simplement ruiner? Ou voulez-vous qu'il comprenne? Comprenne quoi? Ce que cela fait. Je veux qu'il s'agenouille. Le sourire de Lucien fut lent, acéré et beau. Alors il s'agenouillera. Le bal d'hiver, apogée de la saison parisienne. L'hôtel de ville. 800 invités. Invitation contrôlée par un comité au sein duquel le duc de Montclair occupait un siège permanent. Le marquis de Ferrand était présent, croyant avoir obtenu son invitation par ses propres efforts. Il l'avait obtenue parce que Lucien le voulait là. Héloïse et ses filles, invitées pour qu'elles puissent regarder. Séraphine entra dans la salle de bal à 9 heures au bras de Lucien. Soie vert émeraude foncé, une création de Worth, du lierre en fil d'or sur le corsage, le diadème Montclair flamboyant dans ses cheveux noirs. Elle était magnifique, pas à cause de la robe, mais de la façon dont elle la portait, sans excuse, sans comédie. Une femme qui avait cessé de croire qu'elle devait s'excuser d'exister. Lucien portait du noir. Ce soir, chaque lumière devait l'éclairer, elle. 800 invités les regardèrent traverser la salle. Héloïse blêmit, elle avait escompté de la nervosité. Au lieu de cela, la fille qui s'était agenouillée en coton gris traversait la salle de bal la plus prestigieuse de France comme si elle y était née. Parce que c'était le cas. Il ne l'avait simplement jamais laissé le savoir. La vicomtesse Delphine de Vauban apparut pendant le premier intermède. Duchesse. Quel plaisir de vous revoir. Vicomtesse. J'espère qu'il n'y a pas de rancœur pour notre conversation à l'opéra. Vous vouliez me faire me sentir petite, dit Séraphine. Sa voix était plaisante, précise. Vous vouliez suggérer que l'intérêt de mon mari était temporaire, que j'étais une nouveauté. Elle marqua une pause. Vous aviez tort. Et je vais vous dire autre chose. La prochaine fois que vous souhaitez insinuer une intimité avec mon mari, je vous suggère de le faire hors de ma portée. Je ne suis pas la fille que vous avez rencontrée à l'opéra, vicomtesse. Je suis la duchesse de Montclair, et la duchesse de Montclair ne partage pas. Delphine resta bouche bée. Pour la première fois de sa vie, elle était réduite au silence. « Je vous prie de m'excuser, duchesse, dit-elle. Et le pensait. Elle se retira,
Elle n'approcha plus Séraphine. Lucien apparut un instant plus tard. « J'ai vu la vicomtesse battre en retraite. Dois-je m'inquiéter ?» « Aucune inquiétude. J'ai simplement expliqué la situation. » « La situation étant ? » « Que je ne partage pas. » Son sourire, privé, féroce, incandescent, valait tous les diamants de la collection Montclair. À 10h30, Lucien monta sur l'estrade. « Mesdames et messieurs. » Le silence s'assembla. « Il y a 6 mois, mon épouse a été soumise à un acte de cruauté extraordinaire. Dans un salon de la rue du Faubourg Saint-Honoré, devant 15 personnes, elle a été mise à genoux. On l'a contrainte à s'excuser des circonstances de sa naissance. Silence absolu. 800 souffles retenus. L'architecte de cet acte était le marquis de Ferrand. Toutes les têtes se tournèrent. Le marquis se raidit. « J'ai examiné les affaires du marquis, ses transactions financières, ses actes juridiques. » Il sortit une mince pochette de cuir. Le marquis a passé une décennie à escroquer ses créanciers par des évaluations immobilières falsifiées. Il a emprunté contre des domaines qui ne lui appartiennent pas entièrement. Il a falsifié des signatures, y compris une tentative de saisie de biens du domaine de la Croix par une créance frauduleuse. Des biens qui appartiennent à mon épouse. La salle s'embrasa. La documentation a été remise au procureur de la République. Les poursuites commenceront dans la semaine. Les avoirs du marquis sont gelés. Il descendit, traversa la foule qui s'écarta. Il s'arrêta devant Ferrand. « Vous avez fait agenouiller mon épouse. Vous l'avez dominée de toute votre hauteur, tandis qu'elle s'excusait d'être vivante. Votre grâce, agenouillez-vous. » 6 siècles d'autorité Montclair en une seule syllabe. Ferrand regarda autour de lui. 800 visages le fixèrent. Personne ne bougea, personne ne vint à son aide. Ses jambes cédèrent, il s'affaissa au sol. Sa coupe de champagne glissa et se brisa, le son déchirant le silence. « Maintenant, regardez mon épouse. » Les yeux de Ferrand trouvèrent Séraphine. Soie émeraude, diamant, Montclair. Yeux gris inébranlables, dos droit. « Excusez-vous, pour tout. » Et dans la plus grande salle de bal de Paris, le marquis de Ferrand s'excusa. Sa voix se brisa. Ses mains tremblèrent. Les mots sortirent bruts, dépouillés d'esprit, de poli, de l'élégante cruauté qui avait été son arme pendant des décennies. Quand il eut fini, Séraphine le regarda. Elle se souvint du poids de ces mots, de l'architecture de la coercition, des applaudissements. Elle hocha la tête, un unique hochement gracieux, et elle se détourna. Elle ne se glorifia pas, parce qu'elle comprenait que le vrai pouvoir n'est pas la capacité d'abaisser les autres. C'est la capacité de choisir la clémence quand on pourrait choisir autrement. Elle avait demandé des comptes à la baronne, la comtesse, le comte, le marquis, et elle avait épargné Adélaïde de Mauriac, celle qui n'avait pas applaudi, celle qui avait porté le poids de son propre silence et trouvé le courage d'écrire « Je suis désolé d'avoir été lâche, clémence et justice ». Les deux exercées, les deux délibérées, les deux siennes. Elle prit le bras de son mari. L'orchestre commença. Strauss, le beau Danube bleu, et la duchesse de Montclair dansa. Héloïse n'atteignit pas la porte. Dans l'antichambre, maître Beaumont attendait avec une réclamation juridique contestant chaque transaction qu'Héloïse avait effectuée après le décès d'Edmond. L'héritage, les bijoux, les revenus fonciers détournés. « C'est scandaleux, siffla Héloïse, j'ai élevé cette fille. » « Vous lui avez dénié tout ce qui lui revenait de droit, dit posément Beaumont. Vous avez pris son héritage. Vous avez pris les bijoux de sa mère. Et vous avez arrangé pour qu'elle s'agenouille dans votre salon et s'excuse d'exister. » Héloïse regarda Odette, blême, Céleste, en larmes. « Que voulez-vous ? La duchesse veut la maison restituée, un compte rendu complet de tous les biens, soustraits. Les boucles d'oreilles en perles de sa mère. Et elle veut que vous quittiez Paris. » « Quitter, et pour aller où ? » La duchesse a suggéré Dijon. L'immobilier y est très abordable. La baronne de Sévigné peut recommander un propriétaire. L'hiver, le château de Montclair. Les feux brûlant chaleureusement. Séraphine dans la bibliothèque, en train de lire. La neige dehors. La rivière, sombre et argentée. Lucien entra, tenue d'équitation, neige dans les cheveux. « Vous me fixez, dit-elle.
Vous avez de la farine sur la joue. Je ne suis pas allé à la cuisine aujourd'hui. Je voulais voir si vous vérifieriez. Elle leva les yeux. Ce sourire, le vrai. Venez ici. Il s'assit près d'elle. La maison est à moi. L'héritage rétabli. Les boucles d'oreilles rendues. Héloïse a quitté Paris. Bien. J'attends de ressentir le triomphe, mais non. Que ressentez-vous? La liberté. Il prit sa main. Leurs doigts s'entrelacèrent, parfaitement. La liberté est la chose la plus dangereuse au monde. Elle signifie que vous pourriez aller n'importe où. Plus maintenant. Une pause. J'ai déplié la robe grise. Et vous êtes resté. Elle le regarda, cet homme qui s'était ouvert dans une chambre de novembre et lui avait montré le garçon à qui le chagrin avait été interdit, qui avait démantelé des dynasties et appris des berceuses et veillé dans l'obscurité. Lucien. Oui, je vous aime, pas parce que vous m'avez secouru. Je me suis secouru moi-même. Je vous aime parce que vous m'avez vu, dans une fenêtre, en robe grise, à genoux, et vous n'avez pas détourné le regard. Tous les autres ont détourné le regard. Pas vous. Ses yeux s'emplirent. Le duc de Montclair, qui ne s'était pas autorisé les larmes depuis l'âge de 11 ans, sentit ses yeux s'emplir. « Je vous aime », dit-il, la voix rauque de tout ce qu'il avait passé 20 ans à refuser de ressentir. Depuis que vous avez souri à une page de George Sand dans une pièce pleine de gens qui ne méritaient pas de le voir. Je vous aime à travers 4 ans de silence et 6 mois de patience. Et chaque jour depuis que je vous ai regardé, refusé de vous agenouiller, puis vous agenouiller parce que le monde ne vous laissait aucune autre option, et j'ai juré, sur la mémoire de ma mère, que vous ne vous agenouilleriez plus jamais. Elle prit son visage entre ses mains. Votre mère aurait été fière de vous. Quelque chose derrière ses yeux se libéra, pas comme un éclat, comme un barrage qui s'ouvre, comme une rivière retrouvant le chemin de la mer. Il l'embrassa, lentement, profondément, complètement. Elle lui rendit son baiser avec tout ce qu'elle avait, chaque année d'endurance, chaque cri silencieux, chaque instant d'invisibilité en robe grise, transmuée en chaleur, en certitude, en la connaissance absolue, d'être aimé. Quand ils se séparèrent, fronts appuyés l'un contre l'autre, « Je vous aime d'une manière qui n'a pas de mur autour d'elle, dit-il. D'une manière que je ne souhaite pas contrôler. Alors ne la contrôlez pas. » Elle posa sa tête contre sa poitrine. Son cœur, régulier, fort, battait sous son oreille. Dehors, la rivière chantait. La neige tombait, le château endurait. À l'intérieur, 2 êtres qui avaient passé leur vie à construire des murs se tenaient dans la lumière du feu et laissaient des murs rester bas. Le printemps vint comme une promesse tenue. Les jardins explosèrent, roses, glycines, lavandes. Séraphine s'y promenait avec l'émerveillement d'une femme, découvrant que la beauté n'est pas quelque chose que l'on observe à distance, mais quelque chose dans laquelle on vit. Elle commença à écrire. De petites histoires féroces sur des femmes qui endurent. Des femmes qui s'agenouillent et se relèvent et avancent. Lucien trouva les pages, les lut, les reposa avec de la stupeur sur le visage. C'est extraordinaire. C'est inachevé. Je connais un éditeur. Achète. Vous avez passé 22 ans à vous entendre dire que vous n'étiez rien. Laissez-moi le plaisir d'aider le monde à découvrir ce que vous êtes. Et que suis-je? Il pressa ses lèvres sur ses phalanges tachées d'encre. Tout. Les femmes qui se relèvent, publié à l'automne 1875. Une sensation. Des lettres arrivèrent de femmes de toute la France. Vous avez écrit sur moi. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait voir. Séraphine les lut toutes, répondit à toutes, et comprit ce que sa mère lui avait dit le jour de sa naissance. Elle était extraordinaire, non pas parce qu'un duc l'avait épousée, parce qu'elle avait enduré, parce qu'elle s'était agenouillée et relevée et avait construit à partir des décombres de tout ce qui lui avait été refusé, une vie entièrement sienne. Adélaïde lut le recueil 3 fois et pleura après chaque lecture. Vous avez écrit la vérité sur ce qu'il en coûte de se taire, et ce qu'il en coûte de parler. Vous avez parlé, finalement, seulement parce que vous m'avez montré que c'était possible. Des années plus tard, un soir de printemps, lumière dorée, leur premier enfant naquit. Une fille. Les yeux argentés de Lucien. Les cheveux sombres de Séraphine. Une voix qui, dès le premier cri, était indéniablement la sienne.
Ils la prénommèrent Rosalie, du nom de la fille du professeur de musique de Lyon qui jouait du piano comme on respire, qui chantait des berceuses provençales, qui tint son bébé dans la lumière de la lampe et dit « Elle sera extraordinaire ». Lucien tint sa fille dans la bibliothèque, dans le fauteuil près du feu. Le bébé dormait contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis l'âge de 11 ans, depuis une écurie, depuis la voix d'un père disant que les Isardeurs, manifestations d'émotion, sont un luxe, Lucien de Montclerc se laissa pleurer. Pas de chagrin. De l'expérience bouleversante de tenir sa fille et de comprendre, enfin, ce que sa mère avait ressenti en le tenant, lui. Séraphine se tenait dans l'embrasure. Elle regardait cet homme, féroce, brillant, dévastateur, tenir un bébé avec des larmes coulant sur son visage, sans retenue, sans excuse. « Vous me fixez, dit-il doucement. « Oui, dit-elle. « C'est vrai. » Il leva les yeux et sourit. Pas le fantôme d'un sourire. Le vrai. Entier, sans retenue, dévastateur, mouillé de larmes et lumineux de joie et complètement, irréversiblement ouvert. Le duc de Montclerc, l'homme le plus puissant de France, tenant sa fille avec son cœur, le cœur de sa mère, enfoui 20 ans sous le gel de son père, enfin libre. Et Séraphine sourit en retour, la fille en robe grise, la femme en soie émeraude, l'épouse, la mère, l'écrivaine, la duchesse. La femme, qui s'était agenouillée un jour et s'était excusée d'exister. Elle ne s'excusa plus jamais, il l'avait fait s'agenouiller. Il les avait tous fait s'agenouiller à leur tour. Il avait épargné celle qui n'avait pas applaudi. Il avait pleuré pour la première fois en 20 ans en tenant sa fille. Et elle, la femme qui s'était sauvée elle-même, qui avait déplié la robe grise et choisi de rester, qui avait fait preuve de clémence et exigé justice et écrit des histoires qui avaient en fait se sentir vue des femmes dans toute la France, elle lui avait enseigné la chose la plus dangereuse de toutes, que le sentiment n'est pas une faiblesse, que l'amour n'est pas une vulnérabilité, que les murs bâtis par son père n'étaient pas une protection, mais une prison, et que la porte avait toujours été déverrouillable de l'intérieur. Ensemble, dans un château au-dessus d'une rivière, ils élevèrent une fille prénommée Rosalie. Ils lui apprirent à lire Georges, Sand et à cuisiner des tartes provençales et à monter des chevaux gris dans la brume du matin. Ils lui apprirent que sa grand-mère était la fille d'un professeur de musique qui jouait du piano comme on respire et qui aimait sans s'excuser. Ils lui apprirent que le pouvoir n'est pas la capacité de faire s'agenouiller les autres. Le pouvoir est la capacité de se tenir debout. Et ils lui apprirent, dès son premier souffle, avec chaque berceuse, chaque histoire, chaque journée intrépide, qu'elle ne s'agenouillerait jamais, jamais devant quiconque.